Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Cœur de Lumière. Je profite de cette petite introduction pour vous rappeler qu'il est important de vous abonner pour la visibilité de ces émissions. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie, une business coach. Alors vous allez me dire en entendant ça, mais pourquoi, c'est quoi le rapport avec la choucroute? Alors vous allez comprendre très très rapidement. Le sujet en tout cas du jour, c'est comment le deuil peut amener à l'épanouissement, comment le deuil peut être un vrai chemin de développement personnel. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Aurélie, comment est-ce que tu vas? Salut Zoé, ça va très bien, ravie d'être là avec toi pour ce Ah, podcast. Je suis je trop suis très contente. très contente, mais oui, moi aussi je suis trop contente. Sachez, chers auditeurs, que c'est Aurélie qui m'a envoyé un message en mode Oh, est-ce que je peux faire un épisode avec toi? J'ai trop envie de parler de tout ça. Je me suis un peu invitée ici, je me suis dit, oh, je connais Zoé, allez. Écoute, c'est avec grande joie que j'accepte ton invitation. Mais du coup, d'abord, pour commencer, c'est l'exercice le plus difficile que tu te doutes pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui, oui. Alors, ça va cet exercice parce que j'aide mes clientes à le faire aussi, donc ça va. Donc, je m'appelle Aurélie Grandier, je suis guide holistique et stratégique pour les entrepreneurs, ce que j'appelle les entrepreneurs de cœur. Donc, les entrepreneurs qui ont un projet en lien vraiment avec l'humain, de proximité avec l'humain. Je dis ça parce que voilà, j'accompagne majoritairement des gens qui sont dans la thérapie, dans l'accompagnement, dans le coaching, mais pas uniquement. Donc, voilà, le point commun, c'est vraiment un projet de cœur avec l'humain au centre finalement. Et moi, j'accompagne mes clientes vraiment sur du 360, autant sur la partie humaine, sur tous les enjeux invisibles de l'entrepreneuriat, sur le fait de bien se connaître, de reconnaître sa valeur, d'aller explorer un petit peu ses ombres aussi parce que ça sert, et aussi sur la partie plus business, stratégie, mise en place d'offres, client de cœur, etc., etc., toutes ces considérations-là. Donc, j'ai un accompagnement sur 6 mois pour ça. Et voilà, donc c'est vraiment c'est pour ça que je précise l'aspect holistique qui est hyper important pour moi. Puis ça va revenir aussi dans ce podcast parce que voilà, je vais en parler de l'impact du deuil que ça a pu avoir sur le développement de mon entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de laisser aucune part de côté quand j'accompagne mes clientes, même si elles viennent d'abord me voir pour développer leur business, il y a plein d'autres choses qui vont autour. Voilà. Ouais, trop bien. Alors, je suis hyper contente qu'on parle de ça parce que le monde de l'entrepreneuriat est déjà assez, alors je dirais pas tabou, c'est pas vrai, parce qu'on en parle de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ce choix-là. En tout cas, je suis contente qu'on en parle parce que le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit en micro ou en société ou peu importe, c'est un choix de vie, un choix professionnel qui est très très impactant à tous les niveaux de notre vie Clairement. Moi, et je dis qui, souvent, c'est l'exercice de développement personnel le plus puissant qu'on puisse faire, quoi. voilà, C'est- c'est là où je voulais en venir. Donc et voilà, je suis très très contente qu'on puisse en parler. Donc effectivement, ça parlera peut-être pas à la plupart des personnes qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas entrepreneurs, mais au moins vous aurez une vision de ce que ça peut être. Et surtout, vous aurez un partage hautement inspirant de ce que le deuil et la perte d'un proche peut initier en fait chez des personnes qui voilà, pourront vraiment grandir et vraiment s'épanouir grâce à ça. Voilà, que ce soit un vrai tremplin pour ça. Et donc, du coup, prochaine question, Aurélie, c'est qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu en es arrivé à coacher des entrepreneurs et entrepreneuses de cœur, comme tu le dis? Voilà.
Alors, ça a été tout un parcours. Tout un parcours. Ben, je vais venir tout de suite un petit peu au sujet pour qu'il y ait le fil conducteur, parce que bah, tout est lié, hein, de toute Bien façon. sûr. Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de tristesse, puisque quand j'avais 3 ans, donc j'avais un grand frère qui avait 12 ans et qui est décédé voilà, d'un accident de la route. Donc, c'était très brutal. Et donc, moi, j'ai pas de souvenir parce que j'étais petite, donc j'ai pas de souvenir conscient, on va dire, de ce frère que j'ai eu. Mais voilà, j'ai vu la souffrance de mes parents, j'ai vu l'impact que ça a eu sur eux, l'impact que ça a eu sur moi aussi, forcément. Et donc, j'ai grandi avec cette croyance, cette pensée que mon rôle était un petit peu de guérir mes parents, de leur permettre d'avoir moins cette souffrance. Donc, j'ai toujours veillé à avoir des bonnes notes à l'école, à faire ce qu'on attendait de moi, ou ce que je croyais qu'on attendait de moi. Et, et voilà, me fondre un petit peu dans le décor et à être voilà, une bonne élève, une bonne personne, et à faire toutes ces choses que je pensais qu'on attendait de moi. Donc, j'ai grandi comme ça et ça a continué comme ça dans ma vie professionnelle. Alors, ça ne veut pas dire que j'étais parfaite et que je faisais tout ce qu'on me disait, hein, quand même, mais j'avais voilà, ce truc à l'intérieur de moi qui me disait, Aurélie, tu dois faire ci, tu dois faire ça, un petit peu comme si je devais ça à mes parents. Et donc, il y a 10 ans, là, ça va être bientôt l'anniversaire de mon burn-out. Donc, j'étais dans la même entreprise depuis presque une quinzaine d'années. Mhm. Ça faisait plusieurs années que ça allait plus trop bien et j'ai fait un burn-out. J'ai compris après que c'était plus une crise existentielle, identitaire qu'un burn-out. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me poser les vraies questions et à me demander ce que moi je voulais et à me demander ce que moi j'avais envie de faire. C'est vertigineux, hein, ça fait flipper. Là, je vous la fais rapide parce que voilà, le but, c'est pas de s'appesantir sur tout ça, mais j'avais déjà fait plusieurs dépressions avant ça. J'avais une tristesse en moi que j'arrivais pas à régler, en fait. Mhm. Et donc, suite à ce burn-out, je me suis ouverte bah, voilà, à d'autres choses. Et j'ai fait une formation en sophrologie en 2016. Suite à ça, je me suis lancée en tant que sophrologue en présentiel et j'exerçais en parallèle de mon activité salariée. Parce que suite à mon burn-out, j'ai fait une rupture conventionnelle. Mhm. Mais voilà, entre avoir une formation solide et développer une activité qui fonctionne, il y a un monde. C'est ça, c'est J'étais vraiment pas ça. prête. Voilà, j'étais pas prête. Et donc, j'avais besoin d'assurer ma sécurité matérielle. Donc, très vite, j'ai repris un boulot salarié à temps plein en 2016-2017. Et donc, j'ai fait ça en parallèle de mon boulot salarié pendant 3 ans jusqu'au Covid, jusqu'en 2020. Et bon, là, c'est bien tombé parce que voilà, le cabinet que j'occupais était un petit peu loin de chez moi, c'était un petit peu lourd d'y aller. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Et puis, j'hésitais honnêtement à ce moment-là à redémarrer. Je me suis dit, est-ce que je peux pas me contenter de mon job et ça va bien comme ça? Et Ouais. voilà. Alors, ça a été bien comme ça pendant 2 mois. Et après, je sentais que j'allais refaire une dépression, quoi. Je me suis dit, non, ça va pas. Je peux pas arrêter, en fait. Je peux pas arrêter de faire ce que je fais. Mm. Et là, j'ai découvert tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux dans le domaine de l'accompagnement. Donc là, depuis fin 2020, début 2021, je me suis énormément formée, je me suis énormément fait coacher, j'ai testé plein de choses, j'ai essuyé plein d'échecs, j'ai vécu plein d'épiphanies, de très beaux moments, j'ai fait tout un tas de magnifiques rencontres et voilà, j'ai cumulé tout un tas d'expériences euh, qui font qu'aujourd'hui, qui m'amènent à moi-même accompagner les entrepreneurs suite à voilà, mes formations, tout ce que j'ai appris. Et puis, ouais, moi, toutes ces questions stratégiques et tout ça, j'adore ça. Ça me fait kiffer. Et puis voilà, c'est ma place. Et puis, je sais que c'est ma place parce que bah, depuis que je fais ça, ça fonctionne vraiment.
Et puis là, ça fait 1 an que j'ai quitté le salariat quand même, donc je suis pleinement engagée dans mon activité. Et voilà, donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais bah, le chemin nous enseigne tellement de choses que voilà quoi. J'ai résumé Ouais, ma vie en 10 minutes là. exactement. Mais ça, c'est ouf. Et le chemin de l'entrepreneuriat, de toute façon, il n'est pas tranquille. Bon, Je crois que c'est impossible que ce soit tranquille parce que justement, on est dans on est dans d'énormes besoins, nécessités, injonctions. On est face aussi. En fait, ça fait énormément remonter notre histoire, nos traumas, nos émotions. En fait, on est réactivé à plein de moments ouais, quand on est entrepreneur. Alors, notamment dans ce truc de se confronter aux autres, de se confronter au regard des autres, de devoir se remettre en question en quasi permanence. Je crois qu'il n'y a pas une seule ouais, journée où on se pose pas des questions sur ce qu'on fait, bah, est-ce que vraiment c'est bien de le dire comme ça? Est-ce qu'il faut pas que je change? Est-ce qu'il faut pas que j'évolue? Faut que j'essaye autre d'accord. chose, etc. Où on a vraiment. Est-ce qu'on peut dire une charge mentale? Oui, c'est vraiment une charge mentale, mais c'est aussi une nouvelle habitude Ouais, euh, cérébrale, entre guillemets, en tout cas, dans un premier temps, cérébrale, où bah, voilà, on a cette remise en question qui arrive et qui fait le tri, à mes ok. yeux, par rapport aux entrepreneurs qui, entre ceux qui arrivent à se remettre en question et ceux qui n'y arrivent pas. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas une voie où on est libéré de toute contrainte, où on est, enfin voilà, parce qu'il y a cette image des digital nomades qui vivent à Bali, qui bossent sur une plage avec un cocktail à la main. Euh, Choisit nos contraintes en fait. Et, C'est ça. bah, moi, je pense que ça doit être dur de bosser sur une plage à Bali quand même. Alors, J'imagine ceux qui le font. Puis voilà, il y a cette image un petit peu idyllique du digital nomade, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres contraintes. Et c'est hmm, important, l'entrepreneuriat, c'est choisir ses contraintes, c'est choisir comment on vit les choses, parce que, comme tu dis, il y a cette charge mentale, cette remise en question permanente, mais à côté de ça, il y a aussi cette grande liberté de travailler comme on veut, de faire selon nous ce qu'on a envie, parce que c'est quand même le truc qui est cool de pouvoir agir en fonction de ce qu'on a envie. Alors, ça marche pas, mais c'est aussi beaucoup de tests hein, d'être entrepreneur. Donc, euh, donc voilà. tout à fait. Et c'est en ça pour moi que le travail d'entrepreneuriat, qui soit sur du long terme, parce que justement, on arrive à un moment donné à avoir un modèle qui est fonctionnel et qui nous permet peut-être de prendre quelques vacances à Bali, pourquoi pas. Je pense que pour moi, les vacances à Bali, c'est pas un but ultime, mais une preuve que tu as bossé comme un malade pendant des années, X temps pour pouvoir t'offrir ce moment-là. Euh, mais ça veut dire que derrière, en fait, il y a. Finalement, on a pas mal de clichés sur l'entrepreneuriat, qui est justement le fait de cette liberté de travailler quand tu veux, machin, etc. Mais en fait, pas tant que ça. En tout cas, par rapport à mon expérience à moi, parce que mon expérience est aussi liée au deuil comme la tienne. Mon entreprise est intrinsèquement liée par rapport à ce que j'ai pu vivre avec ma maman, qui est décédée comme les auditeurs, je pense, le savent, d'un cancer. Il y a 6 ans et demi maintenant, en 2018. Et en fait, tout ce process d'entreprise, il est construit avec et par ce que je peux ressentir au quotidien. Parce que on a, en tant qu'entrepreneur, je pense, pas mal de contraintes émotionnelles, justement, où ben, il y a des moments où on va pas être en capacité de travailler, où on va pas faire les choses bien, parce que justement, on va être trop happé, trop enveloppé par cet émotionnel-là. Et c'est aussi là que ben, le travail, il est important parce que on arrive, en tout cas, c'est vraiment le sentiment et la sensation que j'ai quand moi je travaille et que j'évolue sur cœur de tissu. C'est un vrai travail
de deuil, c'est un travail émotionnel, c'est un travail de libération, et cetera et surtout d'apprentissage de soi, de respect de soi pour, finalement un peu ajuster à chaque fois, en fait, toute cette liberté-là, pour poser un cadre et pour pouvoir réussir à avancer. Ouais, parce que cette liberté, c'est, comme je disais, c'est œuvrer depuis notre cœur, depuis ce qui nous anime, depuis ce qui nous fait plaisir, depuis ce qui est juste pour nous. Mmh. Et tout ça, c'est génial. Enfin, voilà, c'est quand même le truc qu'on va chercher quand on est entrepreneur. Mais après, il y a cette grande liberté de créer finalement et de se dire, bah, qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce qui part vraiment de moi? Et où sont les influences de l'extérieur? Et est-ce que ça me plaît vraiment? Et est-ce que enfin, il y a tout un tas de questions qui arrivent tout le temps, comme tu le disais bien tout à l'heure. Donc, ça nécessite de vraiment bien se connaître, d'être vraiment en conscience dans l'instant de ce qui est juste pour nous, parce que c'est pareil, ce qui est juste pour nous aujourd'hui, ce sera peut-être pas la même chose demain. On est des êtres d'évolution, de fluctuation permanente et on le voit hein, dans les parcours entrepreneuriaux, entre l'endroit d'où les gens partent et où ils en sont 10 ans après, bien souvent, il y a un monde. Et même moi, je me dis, en 7 ans, enfin voilà, l'évolution, elle est. J'aurais jamais dit que j'en serais là aujourd'hui, mais ça demande vraiment de beaucoup se connaître, d'accueillir Mmh. ouais, toutes ces parts de soi, de reconnaître sa valeur aussi, parce qu'on ne nous apprend pas forcément ça dans la vie, à l'école, au travail, c'est de reconnaître la valeur, de voir où sont nos plus grandes forces aussi, Mmh. pour vraiment aller exploiter ses forces au maximum, Mmh. parce que c'est sur elles qu'on doit s'appuyer. Et puis, comme tu dis, il y a toute cette palette d'émotions qu'on va vivre, parce que il y a des moments qui vont être hyper challengeants, où on a envie de tout plaquer et juste de s'enfermer chez soi et de rester sous sa couette. Et puis, il y a ces moments où vraiment on a des beaux accomplissements, on est hyper heureux et voilà, c'est aussi toute une palette d'émotions Mmh. qui vont venir, comme tu disais, faire remonter pas mal de choses. Voilà. Mmh. Et s'il y a des choses qui sont là, qui nous entravent et qu'on n'a pas pris le temps d'aller explorer, je précise ce qui nous entrave parce que je trouve important de dire, là, je vais faire une petite parenthèse, on n'a pas besoin d'avoir tout réglé Oui. pour être entrepreneur. Je le précise parce que je vois beaucoup de gens qui parfois vont s'embourber dans un travail sur soi sans fin. Moi, j'appelle un petit peu ça remuer la merde par moment. Mmh. Il n'y a pas besoin d'avoir tout réglé. Et ce que vous avez besoin de régler aujourd'hui se présentera à vous au bon moment. Mais on a tous eu nos difficultés, nos traumas, le truc qu'on traîne comme des boulets. On a tous ça. On a tous ça. Et on n'est pas obligé de tout guérir. Les gens qui ont tout guéri, c'est Bouddha ou quoi, je sais pas, mais un être humain normal n'a pas tout guéri. C'est normal. Ça s'appelle la vie, en fait. Et, et voilà, je dis ça parce que parfois je vois des gens se perdre dans ce travail de développement personnel que j'adore et qui est utile. Mais attention à ce qu'il ne devienne pas une excuse pour ne pas passer à l'action. Parce qu'on n'a pas besoin de tout régler. Mmh. Exactement. Exactement, puis même, globalement, hein, on est à un instant X de notre vie qui nous a amenés à, à faire ce chemin de guérison qui est intense, qui est parfois plus douloureux Ouais, que le chemin par lequel on est passé avant. Mais on a encore de l'espace devant nous ouais, pour laisser infuser et faire grandir les choses. Et donc par rapport à toi, par rapport à ton histoire, parce que quand même tu nous as partagé un instant et un moment assez fort et qui effectivement a eu beaucoup d'impact dans ta vie, comment, hem, comment ça s'est passé pour toi ce processus de deuil et comment ça a interféré dans cette, dans ton professionnel, en fait, de façon très générale, parce que je pense que ça a eu aussi un impact dans le fait, ben, de choisir d'être salarié, de continuer et d'insister dans le salariat jusqu'à un moment donné où, ben, en fait, ça passe plus, quoi. ouais, ouais, ouais. La première chose à savoir, c'est que pendant très, très longtemps, j'ai considéré que comme je me rappelais pas de mon frère, bah, du coup, ce deuil n'avait pas d'impact sur moi.
Alors, aujourd'hui, quand je dis ça, je me dis, mais ça n'a aucun sens, mais en tout cas, c'est ce que je croyais. Hmm. Je me rappelle pas, donc c'est comme si je l'avais pas vécu, en fait. Et puis, j'ai commencé, en fait, c'est venu quand même bien, bien après mon burn-out, vers, je dirais, ouais, peut-être au moment du Covid, je commençais à me dire, je sais pas pourquoi, mais ça revenait un petit peu dans ma tête et à me dire, puis voilà, j'ai toujours été accompagnée aussi en thérapie et tout ça, donc forcément ça fait émerger des choses. J'ai toujours été supervisée, donc ça sert à ça aussi. Et ça revenait dans mon esprit et puis à un moment c'est devenu clair il y a quelques années de me dire, mais alors oui, j'étais enfant, je m'en souviens pas. Mais j'étais là, en fait. Et ça a été ça le D'accord. premier truc, de me dire j'étais là, il y a la mémoire de mon corps, il y a la mémoire, voilà, même si c'est inconscient, j'ai tout un tas de souvenirs, j'ai tout un vécu avec ce frère dont je me souviens pas. Et là, je commençais à comprendre puis je voyais bien que j'arrivais pas à en parler, en fait. Ah Je- oui, ça te j'ai bloquait à des ce gens, point-là. ah ouais, j'ai des gens qui me connaissaient depuis très longtemps, qui ne savaient pas cette partie-là de ma vie. Mhm. J'en parlais pas parce que j'arrivais pas à en parler, en fait. Donc il y avait ce paradoxe. D'un côté, je me disais oui, mais pour moi, c'est rien parce que je m'en rappelle plus. Et en même temps, j'étais incapable d'en parler. Et je me disais que j'en parlais pas parce que ça n'avait pas d'importance. En fait, j'en parlais pas plus parce que c'était douloureux et que ça me faisait peur. Et ça, je l'ai compris après. D'accord. Et donc, ouais, moi, je dirais 2019-2020, ça revenait un petit peu dans mon esprit de temps en temps où je me disais, à un moment, il va falloir que j'aille voir quand même du côté de ce deuil, voilà, avec un professionnel parce que je me disais, si ça revient à mon esprit, c'est que c'est pas pour rien, mais j'étais pas prête parce que ça fait flipper quand même quand on a enfoui une douleur comme ça depuis des années. Ça fout la trouille. On se demande comment ça va se passer quand on va aller voir ça. Est-ce que je vais m'effondrer? Est-ce que je vais... Enfin, vraiment, ça fout la trouille quand même. Et donc, j'avais ça qui revenait, qui revenait. Et puis, je voyais bien aussi, quand j'ai commencé mon activité en ligne, que je restais beaucoup dans toutes ces choses que j'avais apprises à faire. Je restais enfermée dans ce côté bon élève, en fait. Mhm. J'arrivais pas à créer vraiment des choses qui partaient de moi. J'avais un espèce de... Aujourd'hui, je vois ça comme un blocage créatif. J'arrivais pas, en fait, à créer... et mes coachs me le disaient, et tout le monde, mais t'es trop lisse. On me disait, t'es trop lisse, t'exprimes pas vraiment tout, tu peux aller plus loin que ça. J'avais l'impression que les gens voyaient mon potentiel et que moi, j'étais enfermée dans un truc, je n'arrivais pas à me sortir de ça, en fait. Ouais. Et là, petit à petit, je comprends que c'est lié à ça. Je me dis, il y a un frein qui est lié à ça, mais toujours, j'ose pas faire le job. Et puis, début 2022, alors c'était dans un espace collectif offert, il y avait une séance de breathwork qui était offerte, mais une séance de breathwork qui était dédiée, voilà, nous mettre dans un bon mood pour la journée, un truc très très court, vraiment en mode initiation. Et au bout c'est une séance qui durait 10-15 minutes, hein, c'était vraiment très court. Et puis moi, en tant que sophrologue, je me dis, ouais, le pouvoir de la respiration, c'est comme un truc de fou. Au bout de 5 minutes de la séance, je commence à partir en larmes et j'ai pleuré les 4 heures qui ont suivi. J'ai eu une décharge émotionnelle incroyable. Et là, je ne sais pas comment, mais je savais que c'était ça, en fait. J'ai dit là, c'est avoir une décharge émotionnelle comme ça. Alors oui, j'ai tendance à être un peu anxieuse, un peu stressée, à me mettre la pression, mais là, quand même, j'arrivais pas à m'arrêter hein, pendant trois Oui, quatre c'était c'était au-delà de l'anxiété, c'était même plus profond que ça et même c'est presque une sorte de décompensation de toutes ces années où le sujet a été tabou, en tout cas non dit en fait. Mm, c'est ça, c'est ça. Et donc là, à ce moment-là, je sais que c'est ça parce que voilà, j'avais toutes ces larmes qui venaient et tout, mais j'étais pas, je sais pas comment dire. Et il y avait un petit peu, peut-être une petite forme de dissociation à ce moment-là où j'étais pas dans la souffrance, en fait. Je Tu sentais que ça laissais ton allait corps.
Voilà, Ouais, je ouais. laissais vraiment mon corps faire sortir les choses, mais je me sentais pas dans la souffrance. Et là, je savais que c'était ça, et je me suis dit, Aurélie, va falloir y aller. Là, c'est le moment parce que là, ça devient trop bloquant sur trop de choses. Je pouvais pas continuer comme ça, en fait. Clairement, c'était pas possible de continuer comme ça. Donc, suite à ça, j'ai fait un travail en constellation familiale, alors en individuel, avec un thérapeute que j'ai ici près de chez moi, quelqu'un que je connais très bien et que je savais qu'il serait solide, parce que je savais que cette première séance où on allait un peu débroussailler le truc, elle serait pas évidente. Effectivement, cette première séance a été compliquée. J'étais à plat pendant 2 jours après, mais ça a été hyper puissant et ça a été le début du chemin. Mm. Et ensuite, j'ai rencontré, alors ça c'est la magie de quand on a besoin de quelque chose, ça se présente sur notre chemin. J'ai rencontré une praticienne en EMDR. Elle commençait sur les réseaux et puis voilà, son énergie m'appelait et tout ça. Et j'ai travaillé avec elle pendant pas très longtemps, hein, pendant 4 ou 5 séances, si mes souvenirs sont bons. Mhm. Et on a fait ce très beau travail d'aller à la rencontre de la petite fille que j'étais à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle ressentait, de quoi elle avait besoin à ce moment-là, et puis d'aller aussi à la rencontre de mon frère pendant les séances en état de conscience modifié, et de voir que déjà que pour lui tout allait bien. Déjà, moi ça m'a fait du bien. Je Bah me oui, dis, tu ça m'étonnes. relaxe. Ouais, ouais. Et puis de voir que ça faisait pas si mal, parce qu'avant de commencer avec elle, j'avais peur aussi. J'avais Mm. Oh, encore cette trouille de ça va faire mal, ça va être douloureux, tout ça. ouais. Et puis en fait, ça a été très très beau. Ça a été vraiment un très très beau travail de rencontre avec moi, de rencontre avec lui, venir mettre de l'apaisement là-dessus ouais, puis beaucoup plus de compréhension de qui j'étais, puis me faire plus confiance, Mm. vraiment. Et par la suite, il n'y a pas eu photo. En fait, mes propositions ont été bien différentes dans mon business. Euh, j'ai fait mes premières ventes aussi à ce moment-là en ligne, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, j'avais encore un peu de présentiel sur quelques groupes que j'animais, mais entre fin 2020 et ce moment-là, j'avais rien vendu en ligne. En fait, il n'y a rien qui fonctionnait. Ouais. Donc, il y a eu les premières ventes et tout, donc ça a été un vrai changement, hein. Il y a pas photo. Puis même moi, ça va beaucoup mieux. J'en parle, je te raconte tout ça. Alors évidemment, c'est émouvant parce que c'est des beaux moments et tout ça, mais je suis plus dans ce truc où ça vient me déclencher, où ça vient me faire mal. Pas du tout. J'en parle avec beaucoup de facilité. Et même, j'ai envie de dire, j'aime bien en parler parce que je me dis que ça peut être tellement utile. Et il n'y a pas il y a pas de moment, enfin, j'ai mis presque 40 ans à aller travailler sur ce deuil et j'avais besoin de ce temps-là. Voilà, c'était mon parcours, c'était comme ça, j'avais besoin de ce temps-là. Et il est jamais trop tard, au contraire. Il est vraiment Ça. jamais trop tard pour faire ce travail-là. Ouais, mais c'est ça, je suis vraiment contente que tu puisses partager tout ça. Alors, déjà, il y a plusieurs choses, je pense, sur lesquelles il faut qu'on revienne, notamment sur les accompagnements que tu pu avoir et que tu as pu choisir. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est la constellation familiale et le MDR. Donc, peut-être qu'on va pouvoir prendre un temps pour expliquer tout ça. Mais avant ça, et je voulais vraiment rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait que on peut être bloqué, on peut être effectivement complètement flippé. On peut mettre le mot. Je pense qu'on peut clairement mettre le mot sur ces sujets-là de la mort, du deuil, de devoir, ou en tout cas d'avoir besoin de reparler de ces événements traumatisants, de ces événements dramatiques, d'avoir peur aussi peut-être de voir de nouveau, ben, là en l'occurrence c'était plutôt tes parents, de nouveau les voir souffrir à cause de ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que ben, si on n'en parle pas, bah, les larmes ne viendront pas, donc potentiellement la souffrance non plus. Sauf que la souffrance qu'on n'exprime pas, Magali l'avait très bien dit dans son épisode de podcast sur son métier, la souffrance qu'on n'exprime pas s'imprime.
dans notre corps, donc peut se transformer comme ce que tu l'as vécu en une espèce de décompensation très violente du corps qui alors toi, c'est passé par des larmes, mais ça peut être des crises de tétanie, ça peut être le déclenchement de maladies chroniques ou de maladies, pas chroniques Oui. et ou d'accidents bêtes, hein. Il y a plein de gens qui, vont, se casser un bras, une jambe, parce que, voilà, ils ont pas fait attention sur un moment et que en fait, c'est le corps qui parle. Hem, voilà, toutes les choses dont on s'occupe pas finalement, c'est vraiment ça, ça finit par s'imprimer d'une manière ou d'une autre, en fait, et à s'exprimer d'une manière ou d'une autre que par la parole et hem et je trouve ça extraordinaire que maintenant tu te dises j'adore vraiment parce que c'est aussi ce que je ressens maintenant, que tu dises que maintenant tu aimes parler de ton frère, de ce que tu as vécu, de ton parcours et tout ça et ben, c'est ce que je ressens aussi, plus je parle de la mort, plus je parle du deuil et que je partage avec tous les gens qui viennent sur le podcast, mais aussi avec les auditeuristes qui nous écoutent. Plus j'aime en fait, offrir cet espace-là et cette possibilité-là d'expression et dire: «Mais en fait, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de hurler, vous avez le droit de vous rouler par terre si c'est ça qui vous vient, si c'est ça que votre corps a besoin». En fait, c'est complètement OK et c'est très libérateur. Ouais, puis souvent, on oppose la mort à la vie, alors que la mort, c'est l'inverse de la naissance. C'est pas l'inverse de la vie, en fait. Et la mort fait partie de la vie. C'est là, enfin, il y a un truc qu'on est sûr, c'est qu'on va tous y passer à un moment. Là, ça, c'est la seule certitude qu'on a. C'est pas quand, c'est pas comment, mais c'est la seule certitude qu'on a. Mais ça fait partie de la vie. Et puis après, évidemment, ce qui peut être potentiellement soutenant aussi en fonction de nos croyances, Mmh. voilà, si on croit à la vie après la mort, à la présence de défunts parfois autour de nous ou quoi, ça peut aussi venir nous aider, ça c'est propre à chacun. Mais c'est ça en fait, de pas opposer la mort à la vie. C'est ça. Exactement et le fait aussi de savoir que ces espaces-là d'expression existent parce qu'on peut avoir une famille, toi tu l'as vécu, moi je l'ai vécu aussi, d'avoir notamment une famille et des proches qui sont soit très maladroits, parce qu'on peut essayer de faire les choses et d'ouvrir cet espace-là, mais d'être très maladroit pour le faire, ou avoir ju au contraire des proches qui sont très fermés à la question et qui justement bloquent cette souffrance-là. Heu, cet espace-là, on peut la trouver ailleurs, donc notamment avec le podcast, mais avec plein d'espaces comme l'entrepreneuriat aussi, ça peut être un espace d'expression complètement. Et dans ce processus-là, à mes yeux et c'est vraiment pour ça aussi que Cœur de Lumière existe, c'est vraiment impactant, important de savoir, demander de l'aide et aller vers des professionnels, de thérapie, peu importe, en fait, peu importe si c'est un psychiatre, un psychologue ou une personne qui va faire de la constellation familiale ou de l'EMDR ou de l'AIT ou de l'EFT ou de la sophro ou de l'hypnothérapie ou même tout à la fois. Vous avez le droit Ouais, de tout essayer. C'est vraiment important et ça peut être impactant comme ce que tu as vécu et que tu nous as partagé. oui, parce qu'à un moment avant ça, je me disais, il faudrait que j'en parle avec mes parents Ouais. pour voilà, avoir plus de détails. Enfin, mais au début, je pensais qu'il fallait absolument que j'en parle avec eux. Et puis, j'y arrivais pas, en fait. J'y Bah arrivais oui. pas. Et puis, on n'en a jamais trop parlé. Parce que, bah voilà, pour eux, c'est très douloureux. Ils ont perdu un enfant. Donc, même si ça fait longtemps, ça reste douloureux. Donc, le peu de fois qu'on en parle, je vois bien que ce qui est normal, hein, Mmh que ça mh. les blesse encore. Et d'un côté, je me disais, il faudrait que j'en parle avec eux. Et d'un autre côté, je me disais, mais Aurélie, pourquoi t'irais leur faire du mal à aller fouiller comme ça? Euh, Mmh. eux, ils le vivent à leur manière et toi, tu le vis à ta manière, mais il n'y a pas besoin que tu les embarques, entre guillemets, dans tes trucs, en fait. Euh, et puis, ça s'imposait à moi, le fait que je n'arrivais absolument pas à en parler parce que ça me faisait culpabiliser. Je me disais, je vais remuer la merde, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je me disais, je vais remuer la merde. Et pourquoi? Parce qu'en plus, j'étais même pas sûre d'avoir les réponses que je voulais par ce biais-là, en fait. Oui, c'est ça. Je me suis dit, est-ce que ça va pas faire plus de mal que de bien?
en fait. Et du coup, bon, ça n'a pas été ma voie d'entrée. Ça peut l'être, hein, je pense, ça dépend aussi de notre environnement familial, comment ça se passe et tout ça. Je pense sincèrement que ça peut l'être, mais en tout cas, pour moi, ça l'était pas. Mm. Et du Clairement coup, pas. est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour toi à un moment donné, tu t'es dit, en fait, j'ai besoin d'aide et je vais aller voir, bah, du coup, en l'occurrence, là, la constellation familiale, la constellationniste, du coup, Ouais. la praticienne en EMDR, etc. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, tu as senti que tu avais ce besoin-là de pouvoir extérioriser avec des éventuels professionnels et thérapeutes? Et qu'est-ce qui a fait aussi que tu as choisi ces thérapies-là en particulier? Ouais. Bah, suite à cette séance de breathwork, en fait, je savais que j'avais plus le choix parce qu'après, donc, il y a eu cette grosse remontée émotionnelle. Mais voilà, c'était encore là. Après, j'étais hyper fragile, en fait, pendant cette Mm. période-là. Émotionnellement, j'étais quand même hyper fragile. Et en fait, je me suis pas posé la question sur la technique. Je me Ok. suis posé la question sur la personne. En fait, je me suis dit, voilà, là, j'ai besoin d'aller défricher le terrain, entre guillemets, avec quelqu'un que je connais en présentiel, parce que je savais que je pouvais avoir une réaction physique Ouais, difficile, ouais. difficile, donc il fallait que ce soit en présentiel. Et je me suis pas trop posé la question de la méthode, mais plutôt de qui est la personne qui pourra accueillir ça, en qui j'ai ce niveau de confiance pour accueillir ça et qui saura me soutenir et être là et être solide en face, quoi. Tu vois, moi, en face, il me fallait quelqu'un de super solide, quoi. Donc, j'ai pensé à ce thérapeute. Voilà. En plus, il me fallait un homme aussi pour ça, tu vois, une présence masculine, en tout cas. Et donc, bon, j'ai cette personne près de chez moi. Je vais le citer parce qu'il est formidable quand même. C'est Stéphane Roussel à Dizy. Il est donc dans le 51, il est kinésiologue, il fait des constellations familiales aussi. Et il est expert en énéagramme. Enfin, c'est un thérapeute vraiment formidable. J'aime beaucoup. On est amis maintenant. Et je me suis dit, avec lui, je peux. Mm. Je Et du coup, savais que je pouvais m'en remettre à lui, en ouais, fait. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, je m'en remettais à lui. Et c'était plus une question de personne que de méthode. Et puis, je savais aussi qu'il faisait de la constellation en individuel. Et puis, bon, voilà, typiquement, la constellation familiale. Alors, en individuel, ça se passe, donc on va explorer une, une période de vie, en fait. Ok. Et en fonction de ce qui émerge dans les échanges avec le thérapeute, on va choisir un objet qui va représenter chaque personne. Donc, j'avais choisi un objet ou une figurine, ça peut être tout ce Mm. qu'on peut, hein, ça peut être avec des crayons, hein. Et chaque objet, va représenter une personne qui se présente dans l'échange avec le thérapeute. Et là, c'est assez incroyable ce qui se passe en constellation, que ce soit en individuel ou en groupe. Mais là, on voit ce qu'on appelle la systémique familiale et on vient voir voilà, pourquoi on s'est comporté comme ça, pourquoi les autres font ce qu'ils font. Moi, j'adore ça, les constellations familiales. Déjà parce que c'est hyper puissant et que c'est le... Là, on voit vraiment que chacun fait de son mieux Mm. avec ce qu'il a et que, en fait, c'est juste les interprétations que nous on fait qui font qu'on va agir comme ça. Alors, je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous, mais je me rappelle que émotionnellement, c'était super costaud et qu'au bout de 40 minutes, je me rappelle lui avoir dit, enfin là, faut qu'on abrège, j'étais KO, quoi. Ouais, J'étais ouais. hyper fatiguée, enfin, voilà, c'est hyper fatigant, c'est hyper prenant et tout, mais je sentais que voilà, on avait déjà libéré pas mal de choses et je me sentais déjà beaucoup mieux après avoir dormi 1 ou 2 jours après ça. Je comprends. Mais voilà, j'avais voilà, entre cette décharge émotionnelle que j'avais eue et cette séance, je sentais que le plus lourd, le plus dur, un petit peu était parti. Et que je pouvais plus aller sur le chemin, on va dire, la voie de la réconciliation avec moi par un autre moyen. Et donc, suite à ça, donc, j'ai rencontré cette personne avec qui j'ai fait de l'EMDR. Donc, l'EMDR, c'est une méthode où on va agir avec les mouvements des yeux
Et puis aussi, elle me faisait parfois me tapoter l'épaule ou les jambes, enfin voilà, avec mes mains. Et puis en parallèle des mouvements oculaires, parce que c'était essentiellement les mouvements oculaires quand même, elle m'invitait à revisiter des périodes de ma vie. Et donc, j'étais revoir ma petite fille, la petite fille que j'étais à ce moment-là. J'ai été voir, à un moment, j'étais à la rencontre de mon frère. Donc, quand j'arrivais pas à visualiser des choses, elle me guidait un petit peu. Mais ça passait aussi beaucoup par la visualisation, tout ça, et puis le dialogue. Parce que je parlais tout le temps aussi pendant les séances. Je lui disais ce qui se présentait, et puis elle rebondissait dessus. Donc, on avançait comme ça pendant les séances. Et là, contrairement à ce que je pensais, c'est que c'était beaucoup plus doux, c'était beaucoup plus facile. C'était vraiment un travail de réconciliation, de rencontre avec moi, de rencontre avec mon frère aussi. L'avoir vu comme ça, alors quand je dis je l'ai vu, c'était en état de conscience modifié, hein, Oui, oui. chacun interprète en fonction d'eux, mais je l'ai vu. Le fait est que j'ai passé un moment avec lui et, euh, et de l'avoir vu serein comme il était. Il avait alors je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais quelque chose comme non mais tout est juste et tout va bien et tout est ok en fait. Hmm. Oui, ça a dû être assez. Ouais, Ouais, ça, ouais, bah c'est oui. bien. Ouais. Ça a dû effectivement te bloquer Et de se complètement. dire bah, je peux m'autoriser derrière. Hmm. C'est ça qui vient. Oui, oui, ça a dû être vraiment comme si d'un coup tu pouvais te détendre, te dire bon, c'est bon, en fait, voilà, c'est fini. C'est Enfin, c'est ça, fini. c'est ça. Il- Voilà, d'accepter, en fait, c'est ce truc d'acceptation et tout ça, c'est trop chouette, c'est trop beau. Et du coup, j'ai une question par rapport à ton métier maintenant. Et donc, on rappelle d'accompagner les entrepreneurs dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves assez régulièrement avec tes accompagnés qui est alors, ça peut être un deuil comme ce que toi, tu as pu vivre, mais ça peut être aussi un gros traumatisme sur lequel on doit travailler pour pouvoir justement avoir cet épanouissement-là général qui induit forcément de toute façon une phase de deuil. Euh, alors, moi j'ai envie de dire que maintenant c'est quelque chose que je perçois, que je capte quand quand il y a des parts de nous comme ça qu'on n'a pas reconnues, qu'on n'a pas acceptées. Mm. Euh, j'ai porté beaucoup de masques, vraiment. Donc du coup, je suis devenue assez forte pour voir ce qui embête. Et du coup, c'est là, on est vraiment dans le domaine, c'est de l'intangible. Et moi, je le vois quand il y a des trucs qui bloquent, à un moment, je me dis, bon, euh, qu'est-ce qu'il y a? Et je vais creuser ça avec mes clientes parce que je le vois, parce que dans l'entrepreneuriat, on peut pas se planquer, en fait. On peut pas se planquer. Non. C'est ça qui est hyper challengeant aussi des fois, c'est qu'on ne peut pas se planquer. On ne peut pas se planquer d'abord de soi à soi C'est et ça. on ne peut pas se planquer des autres parce que il se passe rien. Et moi, je l'ai vu avant 2022, il se passait rien. J'avais vraiment l'impression d'être invisible. Mm. C'était un truc de dingue, quoi. C'est quasiment du jour au lendemain, ça a changé la donne. Et donc, et je me planquais. Je me planquais derrière mes excuses, je me planquais derrière des choses que je voulais pas voir. Et comme je me planquais, bah, les gens ne voyaient pas, forcément. Ça, Et logique. donc, c'est quelque chose qui est de l'intangible, mais je le perçois. Et alors après, ça dépend de quoi il s'agit ou autre, hein. Moi, enfin, je vais dire, je suis pas experte. Enfin, si, je me suis quand même spécialisée en accompagnement du deuil quand quand j'étais sophrologue, donc si je suis quand même un petit peu experte du sujet, mais je sais pas comment t'expliquer, mais je vois en fait, et puis ça va transpirer dans la communication. C'est comme s'il y avait beaucoup de limites, et puis ce côté très lisse qui va être là pour que Mm. surtout pas que les gens voient que je suis pas parfaite. En fait, va y avoir un petit peu de ça. Et c'est quand on vient, nous, se réconcilier avec nos aspérités,
avec tout ce qui est pas parfait chez nous, avec nos douleurs, de venir simplement les reconnaître. Il n'y a pas besoin d'aller, encore une fois, tout creuser, tout guérir, mais de reconnaître que ça, c'est là. Mm. Simplement reconnaître et le mettre en conscience. Et après, si on veut aller plus loin dans ce travail-là, on peut, mais il n'y a pas d'obligation. Mais ça vient montrer, quand on est OK avec ça, on n'a plus peur de montrer nos aspérités, ces choses qu'on aime moins chez nous. On va être beaucoup plus dans notre vérité. Et les gens nous voient quand on est dans cette vérité, parce que l'authenticité, toutes ces choses-là, c'est d'abord de soi à soi. Si on ne l'est pas vis-à-vis de nous, les gens vont le percevoir. C'est pas tangible, tout ce que je suis en train de dire, mais c'est perceptible. Mm. Bah, ça fait beaucoup partie de ce truc de l'inconscient, de toutes les choses que effectivement, alors on sent, ça peut paraître vaguement ésotérique ce qu'on est en train de dire, mais en fait ça l'est pas du tout parce que on a fait en plus plein de business là-dessus sur 3 minutes pour plaire. En 3 minutes, effectivement, tu peux donner une certaine impression à quelqu'un. Les manipulations, et cetera, le cerveau humain, la sociologie, et cetera, c'est tous des outils qui permettent de comprendre comment on fonctionne et qui justement, en fait, expliquent un petit peu plus rationnellement ce qu'on est en train de dire qui, hem, alors pour certaines personnes comme nous, a priori, ça vient de façon très fluide, c'est une sensation où on sait que, ben, là, a Donc, priori, voilà, a priori, il y a un truc à travailler. On peut pas deviner quoi, évidemment, parce qu'on n'a pas soit tous les outils, soit toutes les réponses, et cetera. Mais on sait qu'il y a un truc qui, effectivement, ben, coince et en souffrance chez la personne. Mais il y a plein d'explications. Des petits, en fait, notre cerveau est magique. Cette petite boîte là crânienne est absolument magique et en fait, elle analyse une quantité d'informations phénoménale qui fait que on comprend ou on ressent plus ou moins les choses et pour moi, c'est ce que tu décris justement quand on a ces carapaces-là, parce que quand on est entrepreneur, on est obligé de tout faire péter. Quand on a ces carapaces-là, on peut pas voir et donc du coup, on prend pas en compte. J'ai l'image de ces personnes-là ou notamment de ses parents parce que pour moi, ce qui se passe dans notre cerveau et la façon dont on perçoit les choses sont extrêmement liés au schéma qu'on a pu vivre et donc à nos traumas. Et en fait, quand tu parles de cette carapace-là, j'ai vraiment ces images-là de parents qui vivent un deuil parce qu'ils ont perdu leur papa ou leur maman et qui cachent tout ce qu'ils ressentent à leurs enfants et qui du coup font que leurs enfants ne les voient plus et n'arrivent pas à les considérer autrement que comme ces êtres tout-puissants qui ont réponse à tout. Sauf que dans la tête d'un enfant, ça en fait, savoir que leurs parents sont, poker face à tout moment de la vie et particulièrement dans ces moments-là qui sont douloureux et qui sont importants, ça implique que, en fait, enfin, ça va leur faire comprendre qu'il faut qu'ils le soient aussi dans ces moments-là. Sauf que c'est la pire leçon à apprendre et c'est justement de ça qu'on parle vraiment depuis le début, c'est qu'à un moment donné, on se dit: «Mais ce que tu as appris par des parents poker face pendant leur deuil, c'est que toi, tu dois l'être, donc tu ne dois pas ressentir, tu ne dois pas montrer. Et si tu montres, il faut pas que ça se voit. Et si ça se voit, il faut pas qu'on en parle, etc., etc., etc.» Et du coup, d'en arriver à des situations où ben, le deuil, il est fait 10, 15, 20 ans après, parce qu'il a jamais été mis sur la table, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis il y a ce truc aussi où, tu vois, moi, j'en reviens, je voulais pas rajouter de la souffrance à la souffrance de mes parents, tu vois. Des fois, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'en parler avec les personnes concernées parce que on fait tous notre chemin par rapport à ça, en fait. C'est ça. Mes parents ont fait leur deuil à leur manière, c'est leur histoire. Tu vois, il arrive un moment, c'est C'est remettre ça. aussi les choses à leur place. C'est que moi, je voulais pas les emmener dans ce truc de je vais fouiller avec eux, je vais remuer la merde avec eux parce que leur façon de vivre ça, ça leur appartient. C'est leur vécu, c'est eux ce qu'ils en ont fait. Et moi, j'ai rien à dire là-dessus, aucun jugement à avoir là-dessus.
Et par contre, moi, j'avais besoin de faire mon chemin par rapport à ça, C'est ça. sans les impliquer. Et j'ai trouvé des moyens. J'ai fait mon chemin par rapport à ça. Et ma sœur, elle a fait son chemin à sa manière. Toi, je pense qu'on a aussi toute notre manière de dealer avec ça, en fait. On va pas tous dealer de la même manière. Euh, et puis c'est tout, de se dire, voilà, leur douleur leur appartient. Moi, quand je me suis dit ça, d'arrêter de prendre la douleur de mes parents pour moi, déjà, ça m'a bien allégée, tu vois, de me dire, ok, c'est leur douleur et elle est à eux. Ah Moi, je bah peux c'est pas clair. comprendre, en fait, je Mm, peux pas mm. comprendre. Et je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais avant, sur cette question de tout ce qui est intangible, mais qui va se sentir quand même. Et faut pas oublier qu'on est des êtres d'énergie. Alors là, tant pis si je pars un peu d'un truc un peu perché, mais on est des êtres, alors ça c'est quand même véritable, on est que de l'énergie en fait. Il arrive un moment dans notre communication, dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va partager. Si dans notre discours, il y a des choses qu'on pense incarner mais qu'on n'incarne pas pleinement, ça va se sentir, c'est vraiment purement au niveau vibratoire que ça va se sentir. Mm. Les gens sauront pas dire pourquoi ils n'ont pas envie de bosser avec vous, mais ça vient comme créer un espèce de répulsif. C'est ça. Euh, ouais, Aurélie, elle est bien. Mais par contre, Pas pour parce, moi, quoi. Ouais, c'est ça. parce que c'est pas pleinement incarné, en Mm. fait. C'est ça. Il y a ça. Et ça vient créer. Parce que on parle beaucoup d'authenticité, blabla, sur les réseaux sociaux, blabla bullshit, hein. L'authenticité, c'est d'abord de soi à soi. On n'a pas besoin de dire qu'on est authentique quand on l'est. Enfin, C'est ça. voilà. On est d'accord. Imaginaire qui peut être authentique ou méfiance. Pourquoi il l'écrit? En fait, moi, je suis authentique tout le temps. Dans ma vie, sur mes réseaux, je suis authentique tout le temps. J'ai pas besoin Mm. de le dire, en fait. Parce que bah, chez moi, je suis OK avec plein de choses. Mais j'étais pas dans cette authenticité quand je me cachais vis-à-vis de moi, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Ah ouais, mais puis c'est important à rappeler. En fait, on a la responsabilité de notre histoire, de ce qu'on en fait, de nos émotions, etc., etc. Et il y a vraiment, on pourra reprocher infiniment ce qui nous arrive aux autres, mais ça réglera jamais le problème. Ça réglera jamais ce que vous vivez à l'intérieur. Et, tant que vous prendrez pas cette responsabilité-là de vos émotions qui vous incombent, vous pourrez pas vous en libérer. En tout cas, à mon sens, vraiment, je vois pas vraiment comment c'est possible de, de faire autrement, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment important tous ces rappels-là et c'est magnifique tous les partages aussi que tu peux offrir parce que c'est des choses dont je parle dans le podcast de façon très générale. Je le rappelle de mille et une façons, de mille et une manières et avec mille et une personnes et personnalités qui ont qui ont des propositions, en tout cas de cheminement très très intéressantes, mais qui souvent restent un petit peu dans ce truc de bon, c'est un peu triste quand même, faut pas l'oublier, tout ça, d'accord. Mais on peut vraiment être heureux d'avoir perdu Oui, quelqu'un. On peut vraiment être heureux d'avoir cheminé sur son deuil. C'est vraiment quelque chose qui peut apporter de très belles choses. oui, c'est un très beau chemin. Et puis, tu sais, moi, j'oublie pas que, enfin, moi, je crois en une espèce de perfection sacrée des choses et qu'on ne vit pas les choses pour rien et que tout a du sens. Alors, je pense que ça aide pas mal d'avoir ces croyances-là. Mm. Mais je me dis, enfin, j'en serais pas là sans tout ça. Enfin, c'est tout mon chemin de vie, ce que j'ai vécu jusque-là, qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'adore ma vie comme elle est. Je suis. Puis, je me dis, là, tu vois, j'ai une photo de moi quand j'étais enfant à la maternelle que j'ai toujours sous les yeux. Et je me dis, quand je pense à cette petite fille à ce moment-là et ce que je suis aujourd'hui, euh, bah, je me dis, on n'est pas si mal, quoi. Alors, il y a encore plein de choses que je veux accomplir, que je veux faire, mais on n'est pas si mal. Je suis pas sûre qu'elle soupçonnait qu'elle pourrait avoir ce niveau Mm. de liberté d'être, d'abord, de liberté d'être, parce que ça, vraiment, ça n'a pas de prix.
Et ouais, on vit des choses difficiles, mais moi, comme je dis toujours, même mon burn-out, toutes ces choses-là, c'était un cadeau. Il était juste mal emballé, en fait, mais c'était le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Alors, ça ne veut pas dire que je veux le revivre, hein. C'est pas très, très fun quand même, mais c'était un cadeau. Et il y a ça à voir, c'est le chemin. Je veux dire, on est tous un peu des gueules cassées, quoi. Je veux dire, enfin, on a tous nos trucs, tout le monde. Enfin, il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui ont une vie plus facile, plus parfaite, qu'il leur est rien arrivé. Ça, c'est des conneries. En fait, ça n'arrive pas. Enfin, c'est C'est pas ça. comme ça que ça marche la vie. Et déjà aussi, te dire ça, ça aide. C'est on traîne tous nos boulets. C'est juste, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je choisis de les subir? Est-ce que je choisis d'en faire quelque chose? Et est-ce que je vais laisser tout ça m'enfermer ou être une source bah, de croissance finalement, de croissance intérieure? Mmh. Oui, c'est ça. Bah, de croissance intérieure et puis même globalement, hein, de croissance pour soi, hein, parce qu'on va Oui, pas se mentir, tout ça, c'est aussi pour pouvoir vivre la vie dont on rêve tous. clairement. Bah, écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on discute Ouais. ensemble. Le temps passe à toute vitesse à chaque fois quand j'enregistre des podcasts, c'est terrible. Je crois qu'on pourrait aisément et facilement faire des épisodes de 2 heures avec chacune des personnes. Non, ça pourrait. Ouais, ouais, Hein? ouais. Moi, je suis bavarde, hein, tu me connais. Facile, franchement facile. Ouais. Mais il faut bien conclure quand même à un moment donné. Est-ce que, toi, tu as quelques petits mots de la fin ou un message que tu aurais beaucoup aimé, faire passer à nos auditeuristes qui peuvent aussi traverser ces moments difficiles? Ouais, alors il y aurait du coup deux petites choses que je voudrais dire. Si vous êtes dans le dur, là, tout de suite, dites-vous que ça a du sens et ce que vous le vivez pas pour rien. Mmh. Euh, Moi, quand je suis dans le dur, c'est ce que je me dis et que c'est ma légende personnelle que je suis en train d'écrire et que c'est mon histoire que je suis en train d'écrire et que ça passe par ce moment-là. Moi, quand je suis dans le dur, vraiment, ça m'aide beaucoup de me dire ça. Et il y a une chose que je voulais ajouter avant que tu me poses la question, c'est ces choses qu'on va avoir besoin d'aller explorer, d'aller voir. Il n'y a pas besoin que nous, on aille fouiller pour aller les chercher. Elles vont se présenter à nous. Elles arrivent à notre conscience. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce fait de dire on n'a pas besoin d'aller toujours fouiller tout le temps, tout le temps. Ce qu'on a besoin d'aller régler, ça va se présenter à nous. Il y a Mmh. cette perfection de la vie qui fait qu'on sait, en fait. Moi, voilà, il y a 2 ans, quand c'était le moment d'aller sur ce terrain-là, je savais. Ne me demandez pas pourquoi, comment, je savais, parce que ma conscience me le disait. Donc, voilà, faites confiance aussi à votre conscience. Elle viendra vous dire les choses, mais il n'y a pas besoin d'aller fouiller partout, tout le temps, et il n'y a pas besoin de se faire mal inutilement, surtout. Mmh. Bravo. Bravo et merci, merci encore une fois pour tous tes partages, pour tout ce temps. Vraiment, je suis à chaque fois, je le dis et ça devient ma phrase, un peu répétitive et fétiche, mais je suis ravie de vous retrouver, chère auditorice, c'est vrai et je suis à chaque fois ravie d'avoir passé ces moments-là, avec, là, en l'occurrence, avec toi, Aurélie. Moi Ouais, aussi. Merci beaucoup pour ce moment et de permettre de parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet important, mais enfin, voilà, moi, c'est pas le sujet que j'aborde. Je peux pas parler tout le temps de ça, mais ça fait partie des sujets que je trouve hyper intéressants et hyper importants. Donc, merci à toi de créer cet espace pour parler de ça, c'est super important. merci. Trop bien. Est-ce que tu fais encore des séances de sophrologie individuelles ou Alors, pas? parfois, j'en mets un petit peu pour mes clientes, voilà, parce que ça reste un super outil, la sophrologie, donc j'en mets un peu pour mes clientes. Je fais plus de séances comme ça à proprement parler Ouais, de sophrologie. Ouais. ça marche et donc du coup, pour les auditeuristes, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions ou si on a envie d'être suivi, avec Ouais. son business par toi? Alors, on me trouve essentiellement sur Instagram. Donc, mon compte, c'est aurélie.grandidier. Et puis, il y a aussi pas mal de ressources offertes sur YouTube. Donc, pareil, ma chaîne, c'est mon nom, Aurélie Grandidier. Voilà, c'est les 2 endroits où je suis le plus active et présente. Et puis, il y a mon podcast aussi, Entreprendre en conscience, donc qui est sur YouTube et sur toutes les grandes plateformes d'écoute de podcast.
C'est entendu, évidemment. D'habitude, je vous mettrai tous les liens de la chaîne YouTube du podcast et de son Instagram dans la description. Ah yes, oh, trop ok. Euh, je fais cette tête-là parce que vraiment, je suis ravie de pouvoir vous annoncer la prochaine invitée. Qui est complètement dans la vibe de ce qui vient de se passer avec Aurélie, puisque dans 15 jours, on se retrouve pour un épisode avec Dorothée, une ancienne conseillère funéraire et maître de cérémonie, avec qui nous avons passé littéralement 1 heure à rire, avec des situations d'obsèques et des situations de deuil absolument lunaires. Vraiment lunaires. J'ai écouté ça. Donc, le prochain épisode est aussi pour vous, chère auditorice, une preuve que la mort, même, ça peut être drôle, ça peut être fun et ça peut être très, très, très difficile de ne pas rire à des obsèques. Voilà. Donc ça, c'est le teasing pour le prochain épisode. Donc voilà, comme d'habitude, ça se passe dans 15 jours. Et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.